Merci et bonjour à tous. Donc pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir Émilie Marceau, Cécile Verdet, Joël Vincent et Michel Benayem. Alors je vais commencer par vous présenter nos intervenants que je remercie chaleureusement de participer, de contribuer à nos travaux. Michel Benayem, vous êtes pianiste. Vous avez un super piano à la mesure de nos moyens. Vous avez étudié le piano tout en poursuivant des études de philosophie à la Sorbonne, lauréat du concours de l'Institut de préparation à l'enseignement supérieur et titulaire d'une maîtrise de philo. Vous êtes aussi diplômé du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, lauréat de la Fondation Menuhin, de la Fondation de France et du concours international de Barcelone. En 1982, vous partez étudier 3 ans aux États-Unis, à l'Université d'Indiana. À votre retour, vous enseignez le piano et la musique de chambre à l'École nationale de musique de la Vallée de Chevreuse. Puis vous êtes nommé en 2007 professeur de piano au Conservatoire de Strasbourg. Vous participez à de nombreux enregistrements de concerts. Vous vous produisez comme soliste dans différents pays d'Europe, aux États-Unis, au Japon et aussi pour Radio France. Vous êtes aussi directeur artistique du Festival de musique de chambre musical au Fival en Ardèche et du Festival Journée romantique de Paris. Michel Benayem, vous vous intéressez beaucoup à la rencontre brève mais intense de la musique et des mots. Vous produisez des émissions sur France Musique autour d'œuvres pour piano ou de grands pianistes. Vous écrivez des textes sur la pratique musicale et sur le rapport de la musique aux émotions. Joël Vincent. Joël Vincent, vous êtes danseuse et professeure d'éducation physique et sportive. Vous intervenez en section sportive au lycée Édouard Chouret de Bar, en Alsace. Et ce sont vos élèves que nous avons regardés danser sur les vidéos pendant ces journées. Vous vous êtes passionné pour la danse contact improvisation et vous pratiquez le tai chi. Vous obtenez en 2004 le diplôme Feldenkrais. C'est une méthode qui travaille sur la prise de conscience du mouvement. Vous participez aux formations organisées par l'association Danse au Cœur à Chartres, ainsi qu'un grand nombre de projets. Joël Vincent, vous vous intéressez particulièrement aux relations entre les mouvements et la voix, la danse et le théâtre, la danse et la peinture, intérêt que vous développez à travers un grand nombre de stages. Cécile Verdet. Cécile Verdet, vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste à Strasbourg. Vous exercez en libéral et en milieu institutionnel, avec des enfants, des adolescents et des adultes. Vous avez une expérience de travail en CMPP et à l'Éducation nationale en direction des personnels. Vous assurez aussi des charges d'enseignement, de formation. Vous animez nombre de groupes de réflexion clinique, de groupes d'études de textes et des séminaires dans le cadre de la FEDEPSI. Cécile Verdet, vous poursuivez votre questionnement sur le psychisme par l'étude des expressions artistiques et la confrontation aux différents discours qui s'y réfèrent. Vous vous intéressez particulièrement aux réalisations contemporaines, notamment celles du corps, ses métamorphoses et leur inscription dans le champ social, leurs enjeux psychiques et les questions éthiques qu'elles posent. Émilie Marceau, vous êtes art-thérapeute. Après une licence en histoire de l'art, puis un DEA d'art plastique à Strasbourg, vous avez rejoint le centre de formation des plasticiens intervenants à l'École des Arts Déco de Strasbourg. Émilie Marceau, vous cherchez à travers différentes œuvres picturales et graphiques à interroger le rapport à soi et à l'autre. Vous vous orientez d'abord vers le visage, avant de vous tourner vers le corps en entier. Vous animez également des ateliers d'art plastique en direction de différents publics,
des élèves en milieu scolaire, mais aussi des enseignants en arrêt maladie, longue durée ou longue maladie. Voilà. Alors, Michel Benayem, pour commencer, nous sommes curieux de savoir ce que vous allez nous donner à entendre. Oui. Voilà, la parole est à vous. Ça marche cette chose. Vous appuyez. Oui, voilà, là ça marche. Moi aussi, je suis curieux. Et d'abord, je suis tout à fait heureux d'être ici. Vous entendez là? Parce que bon, pour un musicien, c'est bien d'être entendu. Je suis heureux d'être ici et je suis heureux d'être invité ici. Et heureux d'être invité ici, évidemment, avec le thème qui est le vôtre pour ces journées nationales d'études, donc qui est un thème autour du temps, temporalité, rythme, contretemps. Ce sont évidemment des termes qui parlent à un musicien, c'est évident. Donc, musicien je suis et non pas spécialiste de la musique. Je ne suis pas musicologue, ce qui veut dire que mon intention n'est pas tellement de dérouler, ce serait possible de dérouler un propos sur la musique et le temps, ce serait facile puisque la musique est vraiment un art du temps. Mon propos, c'est de vous faire entendre de la musique. J'ai peu d'imagination. Étant musicien, je me suis dit, je vais faire de la musique. Par ailleurs, les questions d'orientation me concernent évidemment au premier chef. Vous avez pu entendre, d'après la lecture de mon sinueux parcours, que ces questions d'orientation, si vous avez un peu prêté attention, se sont posées à l'évidence. J'ai fait une chose, puis une autre. J'étais dans un lieu, puis dans un autre, et puis j'étais à Strasbourg, j'y suis revenu. Tout ça est assez compliqué. C'est pour ça que le fait de recentrer autour d'un instrument et de la musique me paraît une bonne chose. Alors, comme le sujet de la table ronde est un nouveau départ est-il possible, il m'a semblé intéressant de partir d'une œuvre quand même assez connue, et d'une œuvre où le nouveau départ n'est pas seulement possible, il est nécessaire. Cette œuvre, elle commence comme ça. On va voir si ça marche. Je m'arrête là. Ça sonne assez étrange comme ça, mais il y a quelque chose d'assez exotique d'entendre la pathétique avec ces sonorités-là. C'est intéressant. Mais non, mais c'est très bien. C'est parfait, justement. C'est nouveau et c'est ce qu'il faut. Alors, ce qu'on peut entendre, ce que je vais vous proposer, c'est un peu d'entrée. C'est quelque chose d'un peu exigeant, mais comme j'ai pensé qu'à 9h, vous risquiez d'être encore un petit peu dans la nuit, en tout cas, moi, c'est mon cas, j'ai pensé qu'il faudrait quelque chose d'un peu tonique, si vous voulez, tonique intellectuellement et auditivement. Alors, vous voyez, ce début, la musique se passe dans le temps, la musique, au fond, elle structure toutes les temporalités, les œuvres se passent dans des temps qui sont différents. Si on prend ce début, la première chose qu'on peut entendre, c'est que le temps de ce début est un temps qui est lent. C'est lent, il y a une espèce de choc, d'affaissement, puis quelque chose comme une plainte, un silence, et ça repart. La même chose, et une troisième fois. Et là, cette troisième fois est la bonne. Et c'est reparti. Et cette notion de quelque chose qui commence, qui s'arrête, qui repart, qui redémarre, elle va être constante. Elle va être constante dans cette pièce. C'est une pièce qui n'arrête pas de repartir. Après cette chose qui se passe en 3 petits moments, ça, cette cellule répétée 3 fois, ça va continuer et on va avoir
cette plainte qui va intervenir et qui va arriver à un moment où il y a une culmination. Des silences. On est dans la première page de la sonate pathétique. On est dans une introduction qui est dans un tempo très lent, avec cette plainte qui monte et qui va prendre tout l'espace. On sent à un moment que quelque chose doit se passer. Beethoven, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'arrange pour faire un petit suspense. On attend un peu, il y a un moment d'attente. Et là, c'est vraiment que va-t-il se passer? Le suspense à son comble. Et bien, ce qui va se passer, c'est un nouveau départ. Voilà. Alors, c'est un instrument très intéressant. Je devrais travailler plus souvent sur cet instrument-là. Il est plein de facilité et il a tendance à jouer de toute autre note. Je l'aide évidemment à le faire, mais lui et moi jouons de toute autre note que celles qui sont prévues et c'est très agréable. C'est très agréable. Alors, tout ça, j'ai souhaité un peu rentrer dans le cœur des choses et faire écouter de la musique. Évidemment, je vous cueille un petit peu à froid, je m'en rends compte. En parlant de ces choses-là, ce que j'essaie de montrer, c'est comment les temps musicaux s'enchaînent. Et je vais essayer déjà de faire un petit récapitulatif. Parce que j'ai aussi le sens du temps bref, ne vous inquiétez pas. Alors, on a un premier temps en musique, on dit des tempi, tempo. Tempo, rythme, tout ça, ça qualifie le temps d'une manière générale. On a un premier temps qui est lent, qui est heurté et qui est parcouru de silence. C'est un temps d'opposition. Il y a des choses qui sont fortes et des réponses qui sont plus douces, même si ici, c'est pas complètement flagrant, mais croyez-moi. Et en même temps, je m'adapte. Alors, on a ce temps-là. Et puis, ce temps-là, à un moment, n'est plus possible. On est arrivé à un point où il y a une longue phrase, on arrive à là, et il faut que quelque chose se passe. Je reprends un peu ce qu'on a dit. C'est vraiment résumé des épisodes précédents. Et ce quelque chose, ça va être un autre genre de temps qui, lui, va être tout le contraire du premier. Le premier était très lent. Ce temps qui vient, donc celui-ci, le taux de fausse note est encore assez présent. Elle m'accompagneront toute cette intervention, manifestement. Alors, ce deuxième temps est un temps qui est complètement différent, qui est un temps extrêmement rapide et qui est un temps comprimé, contracté, parce que la musique, les temps de la musique, ce sont aussi des temps qui correspondent à des choses humaines, à des émotions. Au début, je l'ai déjà dit, un affaissement, une plainte, du silence, et ensuite quelque chose de combatif, mais où il y a de très fortes oppositions, de très forts conflits. Et il faut savoir qu'on est dans une sonate de Beethoven, que normalement le premier mouvement des sonates, c'est des mouvements qui sont rapides. Donc la chose qu'on attend, c'est cette chose-là que je viens de jouer. C'est cette chose-là, et donc on peut se dire, quand on est arrivé là, ah, on y est, ça commence vraiment. Il y a eu toute cette première page où ça ne faisait que d'essayer de commencer, et puis il y a ce moment où on peut se dire, c'est parti. On est sur ce qu'on appelle un allegro de sonate, c'est bon, c'est là. La seule chose, c'est que cette œuvre est tout à fait étonnante. Je n'ai pas la place, je veux dire, spatialement et temporellement de la jouer en entier. Ça ne dure que 8 minutes, mais cette œuvre est tout à fait étonnante parce que c'est deux choses.
vont revenir constamment. Il va y avoir à 3 reprises un retour de ce moment très lent et presque lourd, si vous voulez, et de cette libération combative que j'ai montré après. Donc il va y avoir 3 fois dans ce mouvement un très lent, vif, très lent, vif, très lent, et c'est le vif qui va gagner, comme il est normal dans un premier mouvement de sonate. Dans un deuxième mouvement de la pièce, ce qu'on va avoir, c'est un temps complètement différent, qui va être le temps de la sérénité, avec un temps et un tempo qui est lent, qui est régulier, et c'est presque un mouvement que je qualifierais de rassurant. Donc le thème du deuxième mouvement de cette sonate, qui est un thème c'est une pièce qui, dans son entier, va être sur ce tempo lent, régulier, homogène, et on va arriver à une troisième pièce qui, elle, va être dans un temps qui est vif, mais où la tension est partie. C'est un motif qu'on entend déjà un peu dans le premier mouvement et qu'on va entendre là. La seule chose, c'est que dans le premier mouvement, il est pris dans quelque chose, comme je l'ai déjà dit, de tendu et d'oppressé, et que là, il revient avec quelque chose, au contraire, plutôt d'épanoui, avec une forme de sourire. Donc, j'ai juste souhaité montrer comment, dans le temps long qui est celui d'une sonate comme ça dure une vingtaine de minutes, les tempi évoluent selon une logique, et une logique à la fois dramatique, une logique humaine. Vous avez vu qu'un thème qui apparaissait dans le premier mouvement avec beaucoup de tourments va être un thème libérateur à la fin. Il y a tout un trajet qui est fait, qui est un trajet musical, émotionnel, humain. Et un trajet de transformation, et ça me paraît important de montrer que la musique, d'abord, raconte des choses, et ce qu'elle raconte poursuit une certaine logique. Là, c'est une logique qui va vers la lumière. Ce n'est pas nécessairement le cas dans toutes les œuvres. Et puisqu'il me reste très peu de temps, eh bien, en très peu de mots, une allusion à des pièces de temps brefs. Ce sont des temps très différents. Il y a en musique, et notamment dans la musique pour piano, un rôle important des pièces brèves, qui sont des pièces où le temps n'a pas de logique évolutive, comme on vient de le voir ici, avec un début, un milieu, une fin, un développement, tout ça, une construction dramatique, comme dans le premier mouvement de la sonate pathétique de Beethoven. Voilà un exemple chez Beethoven. Là, c'est la première phrase d'une pièce, et c'est une pièce où, en une page de musique, il va y avoir tout un monde d'événements, d'émotions. C'est un microcosme, une page de musique, un temps très resserré, et cette page, c'est comme le monde entier, mais en miniature. Et pour terminer, un autre exemple de pièce brève, cette fois-ci emprunté à un autre compositeur, Debussy. Continue de faire des notes additionnelles, mais vous avez remarqué, il les fait après que j'ai joué. Juste après, il fait d'autres notes, cet instrument, c'est bien. Alors, c'est un instrument compositeur. Et
Et donc c'était le début de la Fille aux cheveux de lin, qui est un prélude de Debussy. Le prélude en musique, c'est par définition quelque chose qui est hors du temps. C'est hors du temps puisque c'est prélude, avant le jeu. Le jeu n'a pas encore lieu et il y a cette chose qui vient, et qui vient dans le cadre de la Fille aux cheveux de lin, qui vient dans un temps qui est comme un temps suspendu. Donc il faut me croire sur parole parce que je ne peux pas jouer la pièce en entier ou alors faire appel à vos souvenirs, si parmi vous certains la connaissent. C'est une pièce qui est souvent jouée quand on fait des études de piano. C'est une longue phrase, et c'est une courte pièce. C'est une grande phrase dans laquelle il y a une évocation qui est sereine et tendre de ce personnage de fille aux cheveux de lin, imaginé par Debussy. Et c'est une pièce qui se passe quasiment hors du temps. Et on pourrait dire que c'est un instant évidemment très bref, il y a 2 minutes de musique, mais cet instant très bref, c'est comme, et la musique permet d'avoir ça aussi, c'est comme un fragment d'éternité. Voilà, je vous remercie. Merci Michel Benayem. Avant d'écouter Joël Vincent, est-ce que l'une d'entre vous souhaite réagir à chaud? Il faut appuyer sur le bouton. J'aimerais... Ça va? Vous m'entendez? Voilà. Attends, il faut que moi... D'accord. C'est moi. C'est bon? Oui. Juste dire que tout ce qui a été dit, tout ce qu'on a entendu, je pourrais vraiment utiliser les mêmes mots par rapport à l'univers de la danse. Et ça fait totalement résonance, à tel point que je pourrais presque dire j'ai tout dit, tout a été dit, parce que... Voilà, que ce soit le hors du temps, que ce soit les histoires de contretemps, de tempi, de tempo, on retrouve tout dans une œuvre. C'est pas forcément logique et chronologique, mais tout peut se situer dans une pièce. Absolument tout est à prendre par rapport à l'univers de la danse. Et puis, c'était si bien dit. Merci beaucoup. Donc on va prendre un café alors. Cécile Verdet peut-être. Plusieurs alors. Je dois appuyer là-dessus, non? Oui. Voilà, on sera plusieurs à prendre un café. Je vous remercie, oui, parce qu'en vous écoutant, ça faisait aussi énormément écho à ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Sur un plan artistique, c'est beaucoup plus sympathique. Et j'étais très sensible au fait du mouvement, de ce que vous avez dit autour du mouvement, de ce qui se répète autrement, et justement des nuances dans la répétition. Et ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Voilà, alors on parlera tout à l'heure. Voilà, alors nous écoutons Joël Vincent. Thank you.
Alors, du coup, déjà, je vais changer la manière de laquelle je comptais entrer en la matière, puisque je vais rebondir directement sur ce qu'on vient de voir, qui se situait dans la création dans un temps, comme vous pouvez le ressentir, de tranquillité. C'était un temps qui se situait après un passage où il y avait un vélo. C'était au début de la création. Et quelqu'un sur ce vélo qui pédalait de plein de manières différentes. Vite, lentement, une promenade, une fuite, être poursuivi. Et donc, ça se situe dans une échappée de laisser le temps au temps, le temps étiré, avec ce mouvement du quotidien qui est poétisé par le fait de le travailler dans une lenteur. Et puis ce temps qui vient être cassé par la vitesse, par cette activité et cette activation du quotidien, mais ce temps de tranquillité gagne et s'impose malgré et au-delà de tout ce qui peut se passer autour. Voilà, donc c'était juste pour rebondir sur un petit passage. Je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais parler bien trop longtemps. Alors, un autre rapport au temps dans la danse. Donc, j'ai fait le choix d'écrire et devant la page blanche, créer dans l'urgence. Prendre le risque de l'écriture pour essayer de transmettre un vécu, quelques réflexions sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, pour tenter de donner mes pensées dans leur premier jet avec authenticité. Donc le premier point que je vais aborder, laisser le temps au temps dans les cours et les stages. Cette sensation d'avoir du temps devant soi, d'un temps non compressé, d'un temps non précipité, qui n'est pas pris en sandwich est véritablement un petit bonheur. Ce temps dilaté est un véritable espace, un espace de liberté, un espace des possibles et des inventions. On n'est absolument pas dans le zapping. En effet, il me semble qu'il y a un seuil en deçà duquel il n'est pas possible de rentrer dans un processus de création. Un temps trop court nous empêche de rentrer dans la profondeur, de nous relier à nous-mêmes. Dans un cadre scolaire, le temps d'une journée est divisé en tranches de 1 heure, de 2 heures maximum. Et dès la création de l'atelier danse en 1995, 3 heures ont été allouées pour son fonctionnement, durée à laquelle je tiens, pour toutes les raisons citées précédemment, tant pour l'atelier que pour l'enseignement d'exploration. Parce qu'en fait, il y a plusieurs créneaux. Il y a l'enseignement d'exploration art du spectacle en seconde. Il y a l'enseignement de spécialité art danse en première L et terminale L, avec 5 heures, 3 heures de pratique et 2 heures de théorie. L'atelier de danse pour tous les lycéens. C'est vraiment l'atelier de création. C'est là que se produit ce travail. Et puis l'UNSS Danse au collège, puisque les collégiens et les lycéens œuvrent dans ce même trajet de création. Sachez qu'il était déjà question de réduire ce temps et que je tiens vraiment beaucoup à maintenir ces 3 heures qui sont vécues comme un véritable bol d'air. 3 heures qui nous laissent le temps d'échanger verbalement et de s'immerger dans la pratique. Le temps accordé à l'échauffement est suffisamment long pour que les tensions accumulées se relâchent, aussi pour que les pensées stoppent leur course folle, pour que tout simplement chacun puisse être là, présent, ici et maintenant, sans être préoccupé, c'est-à-dire occupé avant, par tout un champ de pensées venant court-circuiter ou altérer le vécu du moment. Le corps et l'esprit ne sont pas forcément disponibles dès l'instant où les jeunes passent du vestiaire à la salle de danse. Ce n'est pas instantané et un temps minimum est nécessaire pour être là, dans l'écoute. De la mise en route découle la suite de la séance que je comparerais en fait à une spirale,
où chaque étape naît de l'étape précédente. Autre image, une séance est à mes yeux un peu comparable à une mayonnaise qui monte. Si l'huile coule trop vite, cela ne prend pas. Un temps minimum est nécessaire, une durée pour traverser et se laisser traverser par chaque étape. À noter également qu'il y a un temps juste à trouver, un rythme avec ses temps, ses contretemps, un timing pour qu'une séance, entre guillemets, se tienne, trouve sa respiration, sa dynamique, son corps. Un temps juste à trouver, de manière à ce que les diverses propositions vécues fassent sens, s'articulent, soient en accord avec les corps en mouvement. Comme dit Bergson dans La pensée et le mouvement, si nous nous enfonçons dans la durée réelle, ce qu'il y avait d'immobile et de glacé dans notre perception se réchauffe et se met en mouvement. Tout s'anime autour de nous, tout se revivifie en nous. Un grand élan emporte les êtres et les choses. Par lui, nous nous sentons soulevés, entraînés, portés. Nous vivons davantage. Tous les ans, chaque groupe de danse a la chance de vivre une semaine de stage à Bérenthal, dans un centre de jeunesse ouvert sur la nature, magnifique cadre de verdure et de silence aussi. Dans ce contexte, on a vraiment l'impression que le temps est arrêté, suspendu, que le temps offert est tout simplement du temps pour vivre. Quel bonheur pour chacun de se retrouver là, dans cet espace de silence, loin de tout, avec tout le temps devant soi, sans la contrainte d'un temps morcelé, avec pour seule contrainte le temps des repas et de repos, si on peut parler de contrainte. Un temps de vacuité où l'on cueille, où l'on accueille chaque jour vécu, chaque jour qui se vit, où chacun peut se poser, se relier à soi-même, aux autres, à l'espace environnant. Un temps vraiment propice à la création, à l'expérimentation. Expérimenter, essayer, réessayer, bref, laisser le temps au temps pour être au cœur de l'échange et de la rencontre, dans un rapport d'authenticité avec soi-même et avec les autres. Ce cheminement favorise le respect d'un temps intérieur, d'un rythme personnel du danseur pour qu'il soit en phase avec lui-même. Je parlerai là de durées flexibles, de durées élastiques qui permettent de laisser se déployer ce qu'il advient dans un trajet de création et d'expérimentation. Il s'agit également d'accepter les contretemps. Je crois qu'ils sont assez évidents. Les chemins de traverse qui sont liés à ce que je vois et à ce que je ressens. La durée d'un stage non plus n'est pas laissée au hasard. Là aussi, il me semble que, comme pour une séance, en deçà d'un temps, on ne peut entrer dans un travail approfondi. Et ce n'est qu'à partir du 3e jour qu'on entre réellement dans une autre dimension, une autre profondeur, d'autres sensibilités. Et quand arrive ce 3e jour, les jeunes sont immergés dans un processus de création et il y a encore du temps devant soi. L'heure n'est pas venue de se quitter, l'heure n'est pas venue de faire les bagages. On est vraiment au cœur d'un trajet de création, dans l'instant vécu, et nous n'avons pas envie de partir. Pour clore ce chapitre, je terminerai par les paroles d'une élève de terminale, Nina, qui, à l'issue du stage, dans le tour de parole, a dit « On pourrait croire qu'on vit en vase clos, qu'un stage de ce type est comme un rêve, qu'on est en dehors du réel, mais en fait, on en sort plus vivant. » Alors, je passerai au 2e point, de la lenteur à la vitesse, un éveil vers la perception, ou un éveil de la perception. En danse, différents temps sont vécus. On est amené à jouer avec le temps, comme en musique. Le danseur peut passer d'une lenteur extrême à un mouvement vif ou fulgurant. La lenteur impose une concentration et une écoute de soi très grande. Les sens sont exacerbés. Tout l'être est engagé dans un contrôle de chaque portion de mouvement. C'est une véritable épreuve du temps qui se vit et qui traverse les corps, car chaque instant est vécu avec conscience. Je parlerai un petit peu de la méthode Feldenkrais,
vous en parliez tout à l'heure, qui est vraiment pour moi important dans un travail préparatoire pour le danseur. En quelques mots, en quoi consiste cette méthode? La personne est généralement allongée au sol, de manière à ne pas avoir à lutter contre la pesanteur et à lâcher les tensions pour accéder à une perception plus fine de son organisation corporelle à travers des mouvements réalisés dans la lenteur. Il n'y a pas de modèle extérieur, c'est la voix qui guide le mouvement et chacun réalise ce dernier à sa façon, en étant à l'écoute de ses sensations, en répétant le nombre de fois qu'il veut, en s'arrêtant quand il veut. Il s'agit vraiment d'un travail sur la sensation dans le mouvement pour sortir des habitudes et trouver d'autres chemins dans son corps. Une nouvelle organisation corporelle. On travaille sur la différenciation sans perdre de vue le corps global. Cette approche propose et questionne à la fois. Elle remet en question les évidences et permet de mieux s'articuler et de se mouvoir de manière plus harmonieuse, plus économique, plus libre, d'être plus en connexion avec soi-même. Que ce soit à travers la méthode Feldenkrais ou le mouvement dansé, ou le tai chi, le travail dans la lenteur permet ce temps d'écoute intérieure. Il vise constamment à renouveler la conscience de nos sensations et à nuancer nos propositions gestuelles. En fait, l'accent est plus mis sur le contenant que sur le contenu. L'accent est plus mis sur le contenu que sur le contenant. C'est-à-dire sur le mouvement plus que sur la forme, sur le processus plutôt que sur le résultat ou le produit fini. Il est aussi question de s'adapter à des temps différents. Ce jeu permanent avec des temps différents développe le sens de l'adaptabilité chez le danseur et sa conscience du corps. Ne pas s'installer dans un temps ou une durée fixe. Être capable de passer très vite d'un état d'urgence à une lenteur extrême. Passer de l'immobilité, du rien faire, au mouvement, mais une fois de plus, tous les sens en éveil. Tout ceci fait appel à une grande conscience, à une maîtrise de soi aussi, à des états d'être très différents les uns des autres. D'un instant à l'autre, en jouant sur les temporalités et la respiration, le danseur peut passer d'un corps tonique, étendu, à un corps fluide. Quelques mots juste sur la musicalité du mouvement, parce que là encore, c'est un énorme chapitre. Juste dire que éveiller le danseur à la musicalité du mouvement ou de la phrase dansée qu'il produit lui permet vraiment de prendre conscience de l'existence d'une structure sur laquelle il peut s'appuyer et par ce biais s'affirmer, en affirmant son propos, son intention. Travailler sur le souffle et la respiration, sur tous les temps dont nous avons parlé, jouer avec ces derniers en les variant, offre la possibilité aux danseurs de se détacher de tout support sonore et de créer sa propre musique. Mais aussi de le porter dans un imaginaire, je crois, un imaginaire sans fin. En conclusion de ce point, ces différentes approches du temps dans la danse vont dans le sens d'une meilleure connaissance et d'une meilleure acceptation de soi. Elles permettent aux danseurs d'être plus disponibles mentalement et aussi corporellement, et par ce biais de s'ouvrir à l'autre, d'aller à sa rencontre, de développer sa curiosité et son intérêt. Ce qui lui permet en fait d'être plus en lien avec autre que soi, avec ceux qui l'entourent, bref, d'être plus en lien, je crois, avec le monde. Alors on pourrait se poser cette question, une perception de plus en plus juste, de plus en plus fine de notre corps, ne nous permettrait-elle pas de mieux faire face au monde qui nous entoure ? Je prendrai le troisième point. Alors, j'ai changé de plan hier soir, et je me suis dit que plutôt que de parler de la création,
bien sûr, je pourrais en parler des heures, mais je me suis dit que peut-être c'était plus intéressant, après réflexion, de vous donner quelques paroles de jeunes et de laisser la parole à 3 jeunes à qui j'ai demandé il y a quelques jours d'écrire autour de ces points que j'ai abordés tout à l'heure. Et du coup, j'ai fait le choix de lire quelques écrits de ces jeunes. Alors je vais commencer, il me reste un tout petit peu de temps ? Oui. Merci. Donc je vais commencer par Apolline qui est en classe de terminale et qui a donc vécu les 3 ans d'atelier danse, qui avait commencé en seconde par l'enseignement d'exploration art du spectacle, qui a continué dans la section ES, donc qui n'a plus pu continuer sur l'enseignement de spécialité art danse, mais qui est donc sur ces 3 heures de trajet de création. Alors, elle a choisi de répondre à la première question. Quel est ton rapport au temps pendant les cours de danse ou pendant le stage? Que t'apporte cet autre rapport au temps dans ta danse, dans ta vie? Et elle répond: la semaine du stage de création à Bérenthal, tout comme chaque séance à l'atelier, est un moment privilégié pour reprendre son souffle et stopper la course, entre parenthèses des fois trop effrénée, que nous avons tendance à mener quotidiennement contre le temps. Ces moments dansés sont mes, entre parenthèses, pendant lesquels je peux redonner le temps au temps. À la danse, je suis simplement plus à l'écoute de mon corps, de son rythme, du temps dont j'ai besoin et du temps dont l'autre a besoin. Surtout, laisser le temps au temps signifie pour moi accepter que la création soit un processus. Lorsqu'un mouvement naît de manière spontanée, aussi clair soit-il, il n'est pas figé. Il peut évoluer progressivement selon que je varie l'énergie, la vitesse, l'utilisation de l'espace, la respiration, les intentions. En dansant, je peux faire et défaire, refaire, essayer les multiples possibilités entr'ouvertes par un simple mouvement. Et cette expérimentation demande du temps. Au lieu de s'effacer ou de se perdre peu à peu, le mouvement se précise et s'affine. Il est donc plus proche de ma logique corporelle et la danse n'en est que plus vivante. Cet autre rapport au temps lui donne ainsi une autre dimension, libérée de la contrainte du « il faut faire bien, mais surtout vite ». Elle devient plus sereine, plus libre, plus vivante. Et puis cette autre réponse de Caroline, qui est arrivée l'an dernier en classe de première L, qui est interne à Bar et qui est cette année en terminale L, qui a vécu l'enseignement de spécialité art danse et aussi l'atelier. Donc elle m'a répondu il y a 2 jours. Il y a quelque chose, un je ne sais quoi, qui change et se modifie lors de nos ateliers. Chaque jeudi, chaque vendredi, nous arrivons avec toute la tension, tout le stress, les angoisses, les doutes et les craintes de toute une semaine pour ressortir plus apaisés, plus détendus, épanouis. Ce n'est pas une question de simplement danser et penser à autre chose. On prend le temps. On se coupe totalement du monde extérieur, de tout parasite, et c'est peut-être cela qui fait vraiment du bien. Que ce soit dans n'importe quel sport, n'importe quelle discipline, n'importe quel style de danse, on passe forcément par un temps d'échauffement. Qu'il soit très technique et codifié comme en danse classique ou plus doux, mais pas forcément moins complexe en danse contemporaine par le biais de techniques psychosomatiques, nous avons besoin de concentration. Mais j'ai pu constater avec le recul qu'utiliser les techniques psychosomatiques pour s'échauffer permettait de se recentrer sur soi de manière plus poussée et ainsi d'oublier, de prendre son temps, de se ressourcer, ce qui a forcément un impact sur ma danse, sur ma vie personnelle. En effet, tout comme avec la méditation, nous avons l'obligation de nous libérer l'esprit afin d'être plus aptes à danser, à répondre à n'importe quelle demande. Si j'ai l'esprit embrouillé, je suis dans l'incapacité totale à exécuter quoi que ce soit, tandis que lorsque je suis bien là, bien présente, mon corps est comme délié, il est prêt et disponible, et c'est ainsi que je peux me libérer de tout. Grâce à cela,
j'ai la sensation de pouvoir apprendre à vivre mieux. Souvent, je décide de me poser, de vivre l'instant présent, et je suis beaucoup plus disponible à accueillir les choses. L'endroit où j'ai remarqué que cela est très efficace est durant les cours. Je prends le temps maintenant de me libérer l'esprit et ainsi je peux mieux me concentrer, écouter et l'apprentissage se fait forcément plus aisément. Je pense que le mot exact pour décrire ce que cela m'a fait découvrir est sérénité, car je prends mon temps, je vis chaque instant et je suis sereine. Je garde un souvenir de la semaine de stage à Bärenthal où le temps s'était arrêté, où tout allait mieux, où détente et travail marchaient de pair et cela fut réellement revitalisant et très créatif qui plus est. La danse ne me permet pas simplement de me libérer l'esprit, la danse m'apprend et me fait vivre et grâce à elle, je mûris, je grandis et je prends soin de moi tout en continuant à vivre normalement. Je nommerais cela l'épanouissement. Alors, je crois que le temps est fini. Oui. Donc, j'arrête avec les paroles de Jeune. Et je crois que, voilà, mon objectif, c'était d'essayer de vous transmettre une bribe, une once de ce territoire-là, de cet endroit-là. Merci à vous pour votre écoute. Merci Joëlle Vincent. L'un d'entre vous souhaite réagir? Oui, je voudrais juste dire que j'étais très sensible au cours de la vidéo du passage, du moment où il y a cette douceur dans la danse, cette espèce de temps suspendu, et puis que tout d'un coup, il y a une rupture, et cette rupture s'effectue par l'intervention, l'effraction. Ça m'a vraiment frappé. Et puis le dernier, il y avait d'autres choses, mais le dernier point aussi qui m'a frappé, c'est comment dans les témoignages... Pardon, ça marche pas? Là, ça va? Je ne peux plus toucher. Merci. Oui, comment dans les témoignages, cette jeune fille a conscience de ce auquel les jeunes sont soumis aujourd'hui, cette accélération du temps. Voilà. Émilie? Appui. Et lâcher. Voilà, c'est bon. Il y a la lumière? Non. J'éteins le mien. Oui, je voulais juste dire que je pense que ce qui est intéressant dans la pratique artistique, et ce que tu disais, c'est justement l'ici et maintenant que ça permet. Et puis relever aussi le rapport aux sensations qui permettent cet ici et maintenant. Simplement, j'y reviendrai dans mon intervention. Alors, Cécile Verdet, psychanalyste, la parole est à vous. Alors, je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu plus rébarbatif que, évidemment, l'abord artistique de cette question du temps. Et malheureusement, je n'aurai pas le temps d'étayer mon propos qui est un petit peu théorique avec des exemples pris dans la littérature, les arts du spectacle, etc. C'est bien dommage, mais je pense que peut-être pendant la discussion, on aura la possibilité de revenir à cela. Donc, temporalité, rythme et contretemps, c'est ce qui nous est proposé. Et ce titre indique déjà la dimension plurielle du temps. Je vais vous proposer plusieurs approches du temps à partir de la référence psychanalytique qui est la mienne, et plus précisément ce qui caractérise le rapport du sujet au temps. Le temps, du seul point de vue de la durée, domine notre sens commun. Cette dimension est celle de la succession, soit de la diachronie, le passé, le présent et l'avenir. C'est un temps ordonné, linéaire, cyclique, il est mesurable, c'est le temps de l'horloge. C'est aussi un mouvement continu. Son cours est réversible pour la pensée. Il y a symétrie du passé et de l'avenir par rapport au présent. C'est le temps qu'on peut qualifier d'objectif. Il y a une autre dimension, plus subjective, qui renvoie à la synchronie. Elle est du registre de la simultanéité, de l'image, du tableau. Elle est le plus souvent
imaginaire et correspond à un moment discontinu. Elle n'est pas mesurable. Cette dimension est souvent considérée comme hors-temps. Or, elle ne l'est pas. Le hors-temps, c'est, à mon avis, ce qui caractérise l'éternité. Vous en avez évoqué un petit moment tout à l'heure de cette éternité, mais c'était justement peut-être un retour dans le temps de l'éternité. Donc, c'est ce qui caractérise l'éternité qui est une notion qui voisine avec celle de l'idéal. Au-delà de l'aspect religieux qui lui est attaché, l'éternité est le temps de la plénitude de l'être, d'une totalité à quoi il ne manque rien. C'est un temps stationnaire, permanent, stable, sans début ni fin, sans succession, sans destruction, non mesurable. C'est une durée pure où rien n'arrive, car tout y est déjà. Donc c'est une sortie du temps, en fait. Donc deux temps objectif caractérisé par la succession, le continu, la diachronie, et le temps subjectif caractérisé par la simultanéité, la discontinuité, qui renvoie à la synchronie. On trouve dans ce temps subjectif la notion de temps, je dirais, historisé, c'est-à-dire le temps qui est marqué par les événements de l'histoire personnelle d'un sujet. Les naissances, les deuils, les ruptures, l'histoire familiale, pris elle-même dans la grande histoire. Ce temps, je crois, permet de prendre conscience de ce qu'est la finitude pour l'être humain. Alors, la psychanalyse repose sur l'hypothèse de l'inconscient. Et d'emblée, il faut distinguer la question du temps dans l'inconscient et celle du fonctionnement de l'inconscient. La psychanalyse, en tant que théorie et pratique, s'est construite et s'appuie sur des concepts fondamentaux développés par Freud et repris par Lacan, qui sont l'inconscient, la pulsion, le transfert et la répétition. Ces quatre concepts sont liés entre eux et s'inscrivent dans des temporalités particulières. Ils rendent compte de la question du désir dans son rapport au temps. Je fais quelques rappels que vous connaissez probablement, mais qui sont un petit peu nécessaires pour mon propos. Selon Freud, l'appareil psychique fonctionne du côté inconscient avec les processus primaires régis par le principe de plaisir. L'écoulement de l'énergie y est libre et les liaisons entre les représentations se font par les mécanismes de condensation et de déplacement. Il s'oppose aux processus secondaires qui sont des élaborations secondaires, conscientes, régies par le principe de réalité. Les représentations y sont liées. Ce fonctionnement implique le langage. Lacan traduira le déplacement et la condensation par les mécanismes issus de la linguistique, la métaphore et la métonymie. Je vais maintenant retracer les différentes étapes du développement psychique dans lequel, bien sûr, le temps intervient. Du côté du tout petit et de l'oralité, l'enfant fait l'expérience d'un écart temporel entre la sensation de faim et la satisfaction que le sein ou le biberon lui apporte. Pour déjouer en quelque sorte cette attente, il va halluciner le sein. Cette hallucination est une hallucination de désir, pour ne pas la confondre avec la question du délire. Cette expérience va générer une quête inlassable de l'objet perdu, susceptible d'apporter la satisfaction. Autre étape, celle du stade du miroir décrit par Lacan, qui se situe chez l'enfant entre 6 et 18 mois. Par la reconnaissance de l'image dans le miroir, elle permet à l'enfant d'accéder à la spécularité. Cette reconnaissance se fait dans l'autre et avec l'autre par le jeu des identifications. En effet, l'enfant perçoit, il y a aussi 3 temps. L'enfant perçoit l'image de sa mère qui le porte ou la personne qui le porte et avec laquelle il est en relation. Il identifie cette image à la personne en se retournant vers elle. Il revient vers le miroir, aperçoit également son image à côté de l'image de la mère qu'il a reconnue et va s'identifier à cette image de lui-même. Il s'identifie à cette image et acquiert de ce fait une image unifiée et unitaire et non plus morcelée de son corps qui anticipe sur sa maturation physiologique. Ce moment de reconnaissance ne peut se réaliser sans l'autre et s'accompagne d'une expression jubilatoire
la constitue à ce moment la formation du moi. Autre étape encore, celle du jeu autour de l'absence-présence, le jeu que vous connaissez fort bien, le jeu de la bobine ou le jeu dit encore du Fordat. Elle est décrite par Freud à partir de l'observation d'un enfant de 18 mois après le départ de sa mère. L'enfant jette loin de lui une bobine rattachée à un fil jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue et la ramène ensuite à l'aide du fil qui répète son geste, qui l'accompagne d'exclamations joyeuses « Fordat, ici, voilà, coucou, caché ». Ce jeu met en scène l'apparition et la disparition et permet à l'enfant de supporter l'absence de sa mère et par son action de maîtriser cette absence. Il accède ainsi à la symbolisation. Le complexe d'Oedipe, maintenant, étape centrale pour l'organisation psychique. Je rappelle ces 3 temps. Premier temps, celui du désir de l'enfant pour le parent du sexe opposé, temps de la dualité marqué par la toute-puissance maternelle. Deuxième temps, je vais un peu vite, vous connaissez bien sûr tout ça. Le deuxième temps est inauguré par l'intervention du père sous forme d'une coupure qui met en place la séparation. Le troisième temps est celui du renoncement de l'enfant au désir incestueux et de son identification aux parents du même sexe qui permettra à l'enfant de se tourner vers d'autres choix d'objets. L'Oedipe peut être envisagé comme un nouage entre le temps de la toute-puissance de la mère et le temps de la castration symbolique dont le père est l'agent. Ensuite vient le temps de latence, temps de la danse, ce serait bien, le temps de latence, après l'Oedipe, où l'enfant, sous un calme apparent du point de vue pulsionnel, est réceptif aux apprentissages scolaires. C'est le temps de la scolarité, dans un nouage pacifiant entre un temps paternel et un temps maternel. L'adolescence, enfin, qui nous intéresse plus particulièrement, est un temps de réarticulation du complexe d'Oedipe et de remaniement pulsionnel, celui où se rejouent les conflits infantiles en même temps que l'adolescent s'en détache, un double mouvement dans un même temps. C'est un temps spécifique, vous le savez, complexe du fait des transformations corporelles. Le rapport au corps pour l'adolescent est souvent source de malaise, de souffrance, de perplexité douloureuse devant ce corps d'enfant qu'il n'est plus et celui d'adulte qu'il n'est pas encore. C'est le temps du mal-être, donc, de l'opposition aussi, de la révolte, du retrait parfois, mais aussi celui des découvertes de possibles, de l'ouverture et de la création. C'est le temps des tentatives de toutes sortes, des essais et des excès qui mènent parfois au passage à l'acte. C'est surtout le temps des identifications qui sont déterminantes quant au choix d'objets. Il faut noter aussi qu'aujourd'hui, il y a une pression parentale due à l'inquiétude, il y a une pression, une tension sociale due à la situation économique, une multiplication de possibles qui est offerte aux jeunes par le biais de toutes les communications possibles, Internet et autres, et aussi, lié à cela, une injonction à réussir, et même parfois à tout réussir. Voilà. Toutes ces étapes, rappelées ici, se déploient différemment pour la fille et pour le garçon. Le développement n'est pas symétrique. Par ailleurs, tous ces temps sont corporéisés. Ils sont directement liés au corps, à sa réalité physique, à sa représentation imaginaire, à ses effets symboliques ou symboligènes qui se construisent dans et par la relation à l'autre et aux autres. Alors, à propos de l'inconscient maintenant, qu'en est-il du temps ? Freud, dans un article dans Métapsychologie, affirme que l'inconscient ne connaît pas le temps. Je cite, « Les processus du système inconscient sont intemporels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ordonnés dans le temps, ne sont pas modifiés par l'écoulement du temps, n'ont absolument aucune relation avec le temps. » Et dans La science des rêves, je le cite, il nous dit « C'est une particularité proéminente des processus inconscients qu'ils demeurent indestructibles. Dans l'inconscient, il n'y a rien qui finit, rien qui passe, rien qui soit oublié. »
La formule freudienne citée « l'inconscient ne connaît pas le temps » indique en fait que l'inconscient ne connaît pas l'effet de destruction ou de modification qu'opère la durée. Rien ne s'efface. En effet, il connaît le temps, l'inconscient, puisqu'il ne cesse de bouleverser l'ordre des souvenirs par les déplacements, les condensations, de façon récurrente, simultanée, etc. La dernière phrase de la science des rêves indique que l'inconscient a une fonction nodale, c'est-à-dire qu'il fait nœud vis-à-vis du temps. Je cite Freud. Cet avenir, pris comme présent par le rêveur, est structuré par le désir indestructible à l'image de ce passé. Dans l'inconscient, c'est le désir qui fait tenir ensemble passé, présent, avenir, dans un ordre qui n'est ni linéaire ni continu. Le désir inconscient se manifeste. Qu'est-ce que c'est ce désir inconscient? Il se manifeste par les formations de l'inconscient, comme l'oubli, le rêve, le mot d'esprit, l'acte manqué et bien sûr le symptôme. Le souvenir nécessite l'oubli qui indique que le refoulement est à l'œuvre. Le souvenir écran en est un exemple. C'est un souvenir construit sur des traces mnésiques qui fait barrage à une représentation infantile refoulée. Et de fait, il conjugue deux temps, ce qui est refoulé et dont on a pris les traces, et le temps actuel où on va impliquer d'autres images. Le symptôme, je voudrais en dire un petit mot, au sens de la psychanalyse, est l'expression d'un conflit inconscient. Il se constitue, on l'a vu, en référence au temps. Aussi, le symptôme scolaire ou la difficulté scolaire a à être décrypté. S'agit-il d'un symptôme uniquement scolaire, par exemple en relation avec un apprentissage spécifique, ou d'un malaise infantile antérieur, projeté par l'élève sur un domaine de l'apprentissage, ou bien encore, le symptôme vient-il d'ailleurs, l'enfant ou l'adolescent étant potentiellement et temporairement porteur du malaise de l'autre, et en particulier des parents, et dans ce cas, il peut représenter quelque chose de difficile dans le couple parental, d'une difficulté, ou bien relever de la subjectivité de la mère. Vous voyez que c'est un petit peu complexe et que ça joue toujours sur ces questions de temps qui vont, qui viennent, qui se superposent, qui se remplacent, etc. Ces manifestations psychiques ont très tôt été nommées par Freud l'après-coup. L'après-coup nous renvoie d'emblée, même si on en a déjà comme ça évoqué quelque chose dans ce que je viens de dire, à la question du traumatisme et à celle de la répétition qui sont liées l'une à l'autre. Le traumatisme du point de vue psychique, nécessite aussi deux temps. Qu'est-ce qui se passe? Un premier temps, l'enfant, le petit enfant, va rencontrer une situation, un événement, qui va pour lui passer inaperçu. C'est-à-dire, il ne va pas s'en souvenir, il n'y pense pas. Ça ne lui paraît pas avoir d'importance. Dans un deuxième temps, beaucoup plus longtemps après, par exemple à l'adolescence, un second événement va s'imposer au sujet. Et ce deuxième événement va réveiller, va renvoyer le sujet au premier événement qui était passé sans importance et va lui donner une valeur de traumatisme. C'est-à-dire que l'enfant, quand cet événement était arrivé, n'avait pas les moyens de le décrypter en quelque sorte. Et le second événement, par des relations très, très, très ténues avec le premier événement, va lui permettre d'interpréter en quelque sorte cet événement et parfois de lui donner une valeur traumatique. Alors, qu'est-ce que va faire le sujet? Il est mal à l'aise face à quelque chose qui a valeur traumatique, dont il ne sait, qui est insupportable et qu'il ne peut intégrer parce qu'il est insupportable à son système de représentation et non plus le refouler. Alors, il va répéter cet événement de façon à le réduire en le symbolisant. Malheureusement, cette répétition ne marche pas toujours, en tout cas pas totalement. Et la répétition va ne plus cesser. C'est ce que Freud a appelé la compulsion de répétition. Vous voyez que cette manifestation psychique n'obéit pas au principe de plaisir.
hein, et c'est ce qui va amener Freud à parler de l'au-delà du principe de plaisir et à y associer la question de la pulsion de mort. Voilà, qui sera une notion absolument centrale dans la théorisation du psychisme et avancée par Freud, et qui sera repris après par tous les psychanalystes. Alors, quoi faire avec ces pulsions, hein? Je pense que ce qui est important quand on est face à un traumatisme ou à une pulsion de mort, c'est d'essayer de remettre un petit peu de la pulsion de vie autour, hein? C'est-à-dire de permettre que s'intrigue pulsion de vie et pulsion de mort pour que cette pulsion de mort ne soit pas destructrice. Bon, je fais un petit écart là, je vais aller plus vite. La version grammaticale de l'après-coup, c'est évidemment le futur antérieur, hein, et le futur antérieur, c'est un bousculement, un bouleversement des trois temps, présent, passé et futur. Alors, ce que je voudrais amener maintenant, et qui sera une partie, en partie pour étayer ma conclusion, c'est une proposition de Lacan qui est une proposition concernant le temps, mais qui subvertit en quelque sorte les subdivisions qui ont jusque-là été faites au temps. C'est-à-dire, il va interpréter le temps de façon logique. Il va faire une approche logique du temps, et c'est ce qu'il a développé dans un article qui s'appelle « Le temps logique et l'assertion de l'anticipation ». Et ça y est, je me trompe, j'ai pourtant répété avant. La certitude anticipée. Merci. Donc, Lacan nous propose ce temps logique en 3 temps. Premier temps, l'instant de voir. Il est inaugural. C'est une sorte d'instantané, comme un tableau. Le sujet qui s'y manifeste est impersonnel. On voit que, on sait que, on a constaté. C'est le premier temps, instantané. Deuxième temps, le temps pour comprendre. Il se déroule dans la durée, ce temps. Il mobilise la réflexion, la méditation, l'échange avec l'autre. Il introduit l'autre réciproque, le transitivisme. C'est le temps pour penser. Et là, je fais une petite digression à la psychanalyse pour vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pascal Quignard, et que probablement certains d'entre vous ont eu l'occasion et la chance de rencontrer récemment, puisqu'il est venu présenter son dernier livre qui s'appelle « Mourir de penser ». Et c'est un livre vraiment très intéressant que je vous conseille de lire et de relire. Il n'est pas toujours facile, mais quand même il est assez clair et il est vraiment très riche. Et Pascal Quignard nous propose cette réflexion sur la pensée, je dirais, autour de beaucoup de choses. Mais, alors, Pascal Quignard, c'est un lettré, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit avec la mythologie, avec l'étymologie, avec des fables, avec des contes, avec des petites histoires. Il va chercher du côté des Grecs et des Latins, voilà. Et donc, il nous donne... Moi, j'ai retenu 3 pistes pour la pensée, pour une réflexion sur la pensée. La première, c'est que c'est en relation avec le mouvement. C'est une révolution, c'est une circulation. Il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'aller et du retour, du va-et-vient, de la vague, si vous voulez. Hein, quelque chose qui emmène le sujet vers un ailleurs et qui le ramène à lui. Et qui le ramène aussi à revisiter les expériences de sa vie, les expériences douloureuses, mais pas seulement. Les ruptures, les morts, les naissances, etc. Les expériences de sa vie, les traumatismes aussi, ou bien la détresse originaire. Voilà. Tout ça, c'est une espèce de va-et-vient autour de ces événements personnels du sujet, et puis un ailleurs qui consiste à regarder ce qui se passe pour un autre, ce qui se passe ailleurs, dans la littérature, dans les sciences, etc. Donc, un mouvement. Un deuxième point, 5 minutes, j'aurais terminé dans les 5 minutes, promis. Deuxième point, la corporéité, je vais aller vite. La corporéité, la pensée fait appel à la corporéité. Il nous dit même qu'Ignard, c'est une fonction du corps, et qui fait intervenir la sensorialité et l'émotion. Et le troisième point, je vais vite, je ne développe pas, c'est la question de la joie, c'est-à-dire la pensée peut amener de la joie. Elle peut se faire avec plaisir, dans le plaisir. On le savait déjà pour les chercheurs qui ont du plaisir à chercher, ceux qui ont du plaisir à trouver, mais elle peut se faire pour tout un chacun dans la réflexion.
Voilà, je reviens au temps logique de Lacan et je passe au troisième temps, le moment de conclure. Il appelle ça le moment de conclure. Ce moment surgit sur un mode subjectif. Il caractérise l'émergence du jeu qui se dégage du transitivisme spéculaire. Il est jugement, mais pas dans le sens d'un jugement moral ou d'un jugement surmoïque. C'est un jugement dans le sens d'une connaissance. Une connaissance qui va permettre un acte, qui va permettre d'être dans l'action, en connaissance de cause, comme on dit. Voilà. Alors, juste une petite remarque. Donc, Lacan a parlé instant, moment, instant, temps et moment. Donc, trois qualificatifs pour parler du temps et qui se nouent entre eux. Alors, bien sûr, pourquoi j'ai choisi ce temps pour comprendre, et je l'ai développé parce qu'effectivement, ça me paraît être le temps le plus important. J'avais été saisie lors d'une pièce de théâtre qui s'appelle J'ai 20 ans, qu'est-ce qui m'attend? J'espère que certains parmi vous l'ont vue. Elle était passée à Strasbourg puis à Mulhouse il y a 2 ans, à Mulhouse il y a 1 an, et elle met en scène des situations où des jeunes, des adolescents sont en prise avec des questions du chômage et du logement, tout simplement. Bref, cette pièce de théâtre montrait comment cette question du temps pour comprendre, du temps pour penser, est escamotée aujourd'hui, est passée à l'as, est un petit peu ébréchée, enfin qu'elle n'ait pas laissé la possibilité, n'est pas là. Voilà. Et que c'est pour ça que j'étais contente tout à l'heure, la rapidité aujourd'hui des communications, l'urgence de l'action empêche en quelque sorte ce temps pour comprendre de se déployer. Alors je conclus. Le temps de l'orientation scolaire pourrait être envisagé comme le temps pour comprendre, le temps pour penser. Les conseillers d'orientation pourraient être en place de passants du temps logique par leur écoute et leur présence active, par leur manière d'intervenir, c'est-à-dire d'interpeller et de se laisser interpeller, de questionner et de se questionner, de désarçonner et de se laisser désarçonner, et de se laisser désarçonner. Dans leur rencontre avec les jeunes et dans un mouvement dynamique avec lui, ils peuvent favoriser et permettre tours et détours, circuits et court-circuits, traverses et traversées, et rendre ce moment de conclure possible et fructueux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole tout de suite à Émilie Marceau. Je sais pas pourquoi je me mettais devant, moi. Ah, c'est parce que c'est pas bien. Non, je pense pas. Alors, bonjour. Mon intervention tournera autour de l'idée suivante. L'art est un espace-temps de bien-être possible. Je vais développer cette hypothèse en vous relatant une expérience pratique d'art-thérapie auprès d'adolescents de SECPA. Je suis effectivement, comme il a été dit, art-thérapeute, artiste intervenante avec une pratique artistique personnelle comme plasticienne, performeuse, metteuse en scène et comédienne. Je commencerai par vous présenter l'adolescence comme une étape de la vie qui peut générer une souffrance existentielle. Ensuite, je vous expliquerai comment l'art, comme modalité particulière d'expression, peut participer à l'épanouissement de l'être humain. Et enfin, je vous exposerai mon expérience sur le terrain et l'évaluation des résultats. Je dois tout d'abord préciser que l'art dont nous allons parler est celui de la recherche du plaisir esthétique. Je dois également rappeler une évidence, l'être humain est à la recherche du bonheur. Bonheur qui passe par le bien-être physique, mental, social et spirituel qui définit la bonne santé. Sachant que les besoins vitaux décrits notamment dans la pyramide de Maslow ne se limitent pas aux seuls besoins physiques. En effet, le besoin d'appartenance, d'estime
et de réalisation assure également à l'être humain une bonne qualité existentielle. L'état de bien-être sera également favorisé par une bonne estime de soi. L'estime de soi se définit comme la valeur et la considération de la personne à son propre égard et peut se décliner en 3 composantes: l'amour de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Une bonne estime de soi est une dynamique harmonieuse entre ces 3 composantes. Nous, êtres humains, portons à notre naissance tout ce qui peut contribuer à notre bonheur. Nous détenons un savoir fondamental qui va se développer grâce aux échanges avec le monde extérieur. Sous l'égide de notre sensibilité, un régulateur se met en place, la saveur. Elle va nous permettre de nous adapter, de trouver, puis de rechercher ce qui nous procure du plaisir. Ces postulats de départ posés, vous devinez déjà peut-être en quoi l'art, le plaisir et le bien-être humain peuvent être liés. Dans ces interactions avec le monde extérieur, malheureusement, nous pouvons nous trouver en souffrance. Maladie, blessures de vie, handicap, choix de vie sont autant de pénalités qui nuisent à notre saveur existentielle. Nous pouvons également traverser des étapes où notre estime de soi ainsi que notre qualité de vie sont altérées. Le public auquel je vais faire référence aujourd'hui est celui des adolescents. Vous allez me dire qu'en soi, l'adolescence n'est pas une maladie. Et je suis d'accord. Il est ici fondamental de préciser que l'art-thérapie est préconisée pour des personnes qui souffrent. La définition même de l'art-thérapie est l'exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire et thérapeutique. Donc certes, l'adolescence n'est pas une maladie, mais pour certains, c'est une période qui peut poser des difficultés. On l'a vu tout à l'heure, les modifications physiques et physiologiques, la sensibilité en pleine mutation, les émotions, parfois brutes et excessives, sont autant de perturbations vécues avec plus ou moins de facilité et qui peuvent mettre à mal l'amour de soi. Le passage de l'enfance à l'âge adulte pose également des questionnements quant à son identité et bouscule l'image de soi et l'affirmation de soi qui l'accompagne. Enfin, l'autonomie est tout à la fois désirée et crainte, mettant en question la confiance en soi. Les adolescentes dont je vais vous parler aujourd'hui sont des élèves de SECPA qui ont des difficultés scolaires. Je pensais que les images tournaient derrière, mais... Donc voilà, là vous allez voir les productions, on va les laisser en diaporama pendant que je parle, je ne vais pas les commenter ou quoi, ça vous donne juste... voilà, feu vert. Ça vous donne une idée voilà, de ce qu'ils ont pu faire. Donc les adolescents dont je vais vous parler aujourd'hui sont des élèves de SECPA qui ont des difficultés scolaires, mais qui font également preuve de troubles du comportement, ce qui les met en porte-à-faux avec le système scolaire dont ils sont menacés d'exclusion. Leur cadre de vie est souvent peu structurant, avec des parents parfois démissionnaires ou inconscients des difficultés de leurs enfants. Ces éléments m'ont été exposés par la chef d'établissement et l'assistante pédagogique qui ont fait appel à mes services. Après une séance préliminaire, j'ai effectivement pu constater que ces adolescents présentaient une forte altération de leur estime d'eux-mêmes. Ils avaient également de grandes difficultés à se concentrer, à se poser en silence pendant plus de 5 minutes. Et enfin, le respect de l'autre, adulte ou père, était problématique. Les séances d'art-thérapie, présentées comme des séances d'ateliers d'expression artistique à but d'épanouissement personnel, leur ont été proposées avec un caractère obligatoire le mercredi matin par petits groupes de 4 pour une durée de 50 minutes, et ceci durant 2 trimestres, soit une douzaine de séances. L'atelier était co-animé avec une assistante pédagogique qui avait suivi un cursus artistique. Afin qu'ils puissent avoir une trace de leur progression et afin d'éviter l'hystérie et au contraire les blocages liés à la pratique des arts vivants, nous avons donc choisi comme dominante les arts plastiques. À ce moment de mon intervention, il est important d'expliquer en quoi pratiquer ou contempler l'art peut participer à l'épanouissement de l'être humain en général et de l'adolescent en difficulté en particulier. Donc, tout d'abord, l'art est un acte volontaire orienté vers l'esthétique. Et l'esthétique est la science du beau. L'accès à l'art est universel et l'appréciation de la beauté est subjective. De fait, pratiquer l'art met en jeu la subjectivité. Ainsi, produire de la beauté et le définir comme tel suppose de solliciter son goût,
et de l'affirmer. Après 1 ou 2 séances d'initiation à la peinture, nous avons demandé aux jeunes ce qu'ils n'aimaient pas dans les arts plastiques et au contraire ce qu'ils aimeraient savoir représenter. Cette mise en jeu de leur subjectivité les a surpris. Dire « je » et être entendu semblait rare pour certains. L'écoute de leur goût a permis d'engager une relation de respect mutuel. Par ailleurs, chacune de leurs productions les soumettait à des choix, par exemple colorés ou techniques. Cela leur demandait de s'affirmer au sein du groupe, de comprendre que le goût de l'un pouvait être différent du sien sans que cela implique des moqueries ou du rejet. Enfin, un atelier porte ouverte a été mis en place lors de la dernière séance afin qu'ils puissent montrer leur production dans un cadre plus rassurant que celui d'une exposition, où le résultat, tout autant que la pratique, était mis en avant. La fierté des uns et des autres était visible et ils expliquaient aux visiteurs les raisons de leur choix. Donc le premier point, c'est beau, ce qu'ils pouvaient dire, c'est beau, je n'ai pas peur de l'affirmer et je suis fier de le présenter. Tous ces aspects participent à la restauration de l'affirmation de soi. Ensuite, l'art est une activité qui crée des événements spatio-temporels, inscrivant la personne qui produit dans un continuum. Dans un premier temps, la production d'une œuvre d'art est sous-tendue par une intention. Puis, elle implique une succession de choix pour finir par le passage à l'acte qui, avec les arts plastiques, ici, laisse une trace. Ces jeunes qui ont l'habitude de la vitesse, de l'instantanéité, du zappage, de l'inachèvement, qui ont des difficultés à se projeter dans l'avenir, ont appris à se poser afin de produire quelque chose qui les satisfasse. Certains ont été encouragés à reprendre leur production plusieurs fois. D'autres, au contraire, ont été stimulés pour moins traîner et finaliser surtout leurs traces. Cette inscription spatio-temporelle permet de stimuler la confiance en soi. Et celle-ci est également impliquée dans l'apprentissage technique. Afin d'obtenir le résultat escompté, les jeunes devaient maîtriser les différents outils proposés. Et ils se sont alors véritablement mis en situation d'apprenant. Et ce faisant, ils ont découvert, puis maîtrisé un certain nombre de techniques. La maîtrise permet de regarder vers l'avant, de poser de nouveaux projets et d'avancer avec la possibilité de faire mieux à chaque fois. Le jeune peut dire là, c'est bien et je suis capable de bien faire avec du savoir-faire. Enfin, l'art est une activité qui participe au bonheur car il met en jeu les sens. Il stimule le rêve, l'imagination, le jeu qui revigore l'élan vital. L'art suscite un plaisir et une émotion esthétique qui permet une gratification sensorielle. En stimulant des sensations agréables, vécues et reconnues comme telles, l'amour de soi peut être restauré. L'adolescent qui les ressent et se permet de les ressentir s'accorde une valeur. Il peut dire « c'est bon » et « je suis assez digne pour ressentir ce plaisir ». Afin de ne pas rester dans une analyse abstraite de ces séances d'art-thérapie, voici les projets que nous avons proposés aux jeunes et dont vous pouvez avoir des aperçus visuels. Après une première séance autour de la pratique de cadavre exquis, nous leur avons proposé 2 séances d'initiation à la peinture avec reproduction de cartes postales. Ensuite, en écoutant leur goût, nous leur avons proposé la réalisation de portraits en noir et blanc de personnages de leur choix. Ce moment a été vraiment important dans leur envie d'apprendre, pour reproduire l'image de leur star. Nous avons poursuivi l'apprentissage du portrait qui, je l'avoue, est une pratique que j'affectionne particulièrement pour la rigueur qu'elle demande et la possibilité d'apprentissage technique qu'elle permet. L'approche a été sur l'expression des émotions par le trait et la couleur. Et enfin, ils ont fini par la réalisation d'autoportraits avec une attitude représentant une émotion et avec une technique, la technique libre qu'ils choisissaient en fonction de ce qu'ils avaient aimé faire pendant les séances. Afin d'évaluer la progression de chacun au sein de cet atelier, nous avons mis en place un système d'évaluation qui me permettait d'ajuster les exercices proposés et surtout de trouver la meilleure manière d'accompagner le jeune par rapport à ses difficultés. Et cette dimension évaluative de l'art-thérapie la distingue de l'intervention ou de l'animation artistique. L'absence d'interprétation des productions la différencie également de la psychothérapie à support artistique.
Donc à chaque fin de séance, le jeune était invité à noter sa production sur 3 critères, dont là vous avez entendu parler, le beau, le bien et le bon. Il précisait également si la séance lui avait semblé longue ou courte. Enfin, il pouvait exprimer son humeur avant et après la séance, ainsi que les émotions qu'il avait pu ressentir, et ceci à l'aide d'un système de smiley personnalisé. Si besoin, il pouvait remplir une case observation. Cette auto-évaluation nous permettait donc à l'assistante pédagogique et à moi de voir l'engagement et la capacité à s'évaluer de ces jeunes. Et de notre côté, nous prenions un temps en fin de séance pour remplir une fiche d'observation qui analysait et la dynamique de groupe et le jeune dans le groupe. Donc, je vais vous énumérer rapidement les points, mais pour la dynamique de groupe, on regardait l'ambiance générale, l'implication et le respect des consignes de vivre ensemble. Et pour le jeune dans le groupe, on évaluait l'implication dans l'activité, c'est-à-dire sa motivation pour venir, le respect des consignes de l'atelier, sa concentration. On évaluait la confiance en soi, donc vous voyez toujours ces mêmes termes qui reviennent. Là, c'était la confiance en soi, l'application des conseils techniques, l'autonomie, la projection dans la séance future et l'auto-évaluation du bien. On évaluait l'affirmation de soi, c'est-à-dire son attitude face à ses pairs, face aux adultes, l'attitude face à sa production, devant les autres et son auto-évaluation du beau. Et enfin, l'amour de soi, c'est-à-dire le soin accordé à la production, les signes de plaisir et l'auto-évaluation du bon. Ça, c'est un choix d'items qu'on fait. On pourrait évaluer ces mêmes points en rajoutant d'autres items. Après, voilà, besoin d'être synthétique aussi. Et grâce à ces points d'observation, un bilan global à mi-parcours et en fin d'année était fait, accompagné de graphiques justement qui reprenaient ces points et qui nous permettaient de voir la progression de ces jeunes. Et là, ça nous a permis de constater des effets bénéfiques, probants pour la majorité d'entre eux, et plus particulièrement pour ceux qui avaient eu une présence assidue. Pour favoriser les effets positifs d'une telle expérience, et ceci de façon transversale, un échange plus important avec les enseignants et la famille a manqué. Et c'est une étape à laquelle nous serons attentifs pour des projets futurs. Ainsi, l'adolescence n'est pas une maladie. Cela tombe bien parce que l'art-thérapie ne guérit pas. Mais cette expérience montre que l'art a permis à ces jeunes en quête d'eux-mêmes de trouver un espace-temps de bien-être. Écoute et regard bienveillant sur les capacités en devenir leur a permis de croire en soi et de se respecter. Produire de la beauté et la contempler leur a donné une meilleure estime d'eux-mêmes. Prendre le temps, comme en danse, se concentrer, aller au bout d'un projet leur donnera peut-être la force d'affronter l'avenir sereinement. Ce sont de petites bulles de respiration, peut-être pour certains, des petites graines d'espoir semées dans la grisaille. Je vous remercie. Merci Émilie. Alors voilà, vous nous avez tous parlé du temps qui permet le changement, du temps et des conditions qui permettent la mise en mouvement. Alors j'espère qu'il nous reste un petit peu de temps pour des échanges. Il n'en reste pas beaucoup. Pas beaucoup, non, c'est ce qu'on m'a dit, mais quand même. Alors déjà peut-être autour de la table, qui est-ce qui souhaite réagir à quelque chose ou poser des questions ou vos remarques? C'est un peu difficile comme ça. Hein. Alors je vais éteindre. Voilà, c'est bon. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que finalement, on a tous quand même insisté sur la question du temps, de la durée nécessaire à quelque chose qui permet au sujet, à l'enfant, à l'adolescent, de se développer, de s'épanouir, de se sentir bien. Enfin, vraiment, on voit ce qui est négatif dans cette accélération du temps aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé de création, et moi j'aurais une question par rapport aux contraintes également. Contraintes, création, comment est-ce qu'on peut sculpter le temps d'une certaine façon? Pour nos jeunes, faire des choix, construire un projet, c'est inventer, c'est imaginer des scénarios, c'est se projeter. Or, actuellement, on l'a vu aussi, le contexte est contraint. On a le principe de réalité. On a des procédures avec leurs règles, on a des gestions collectives et un nombre de places qui n'est pas extensible. On a un manque de temps, globalement. Alors comment
Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Comment composer avec les contraintes et comment inventer quand même? Qui est-ce qui veut bien? C'est vrai qu'il y a le paradoxe. On dit que s'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de liberté. Et je crois que ça, c'est une chose très, très vraie dans la danse et dans la vie. Donc, je vois par rapport au trajet qu'on peut avoir dans l'expression. On propose des thèmes, il y a des contraintes pour que le jeune ait la chance de pouvoir essayer des choses à partir de ces jalons-là. Et sans ces jalons, finalement, il ne sait pas où aller, comment y aller. Les contraintes qui sont très fortes, bien sûr, pourraient annihiler tout élan vital, toute envie d'y aller. Mais je crois que à partir du moment où il y a curiosité, éveil, enfin toutes ces notions dont on a parlé avant, le plaisir, l'envie le désir, l'invention, la créativité, je crois que il y a moyen de trouver des cheminements. Je pense là à tous les jeunes que j'ai pu avoir depuis tellement d'années et que je suis toujours encore à l'heure actuelle et qui font leur chemin et qui trouvent leur chemin en inventant finalement d'autres chemins à travers ceux qui existent, qui réinventent finalement leur travail, qui font qui trouvent des chemins ou qui inventent ces chemins qui sont presque sur mesure, en fonction de leur histoire, de leur parcours et avec leur vitalité, leur engagement, leur pétillance et leur envie. Finalement, ils trouvent leur place parce qu'ils y vont. Et je pense à cette jeune qui... Ce que j'ai entendu aussi, c'est un accompagnement quand même très, très serré et un accompagnement technique parfois qui permet peut-être cela aussi. Je vais peut-être passer la parole pour que tout le monde puisse dire quelque chose, parce que, désolée, pardonnez-moi. Mais... Michel Benaïm, peut-être. Voilà, peut-être que maintenant ça marche. Oui, c'est très gentil de me passer la parole. Peut-être. Écoutez, j'étais en train de réfléchir à votre question. C'est une question un petit peu difficile. Je suis musicien, mais je suis aussi pédagogue puisque je suis professeur. J'ai affaire à des enfants et pas qu'à des enfants. La question de la contrainte se pose à la fois sur un plan social, ce dont vous avez parlé, mais on a une autre contrainte qui est qu'il faut jouer la bonne note au bon moment, etc. Et que tout ça est extraordinairement pénible. Voilà. Donc j'étais en train de réfléchir à l'articulation entre cette contrainte-là qui est de jouer les notes écrites par quelqu'un d'autre, ce qui est le métier que je fais et la chose que j'enseigne. Donc comment concilier cette contrainte qui, il faut le dire, est forte avec le fait d'une expression, ce qui est ce qu'on vise sur un plan artistique. Pas mal de réponses existent qui sont du côté de l'improvisation, du côté du fait, en ce qui concerne pour la musique, de ne pas jouer uniquement sur des supports écrits. Je réponds dans ma boutique, si vous voulez, parce que je préfère parler de choses dont je peux parler. Sinon, les autres, bien sûr, bon. Voilà, donc je continue de réfléchir à votre question. Émilie, il faut éteindre le micro, s'il vous plaît. Par rapport à l'expression, a forcément besoin d'un cadre, je pense. Et puis, par rapport à ça me faisait penser à l'orientation, justement, et devoir faire des choix. Donc, j'expliquais dans mon intervention que produire, on est obligé de faire des choix pour produire. Et c'est intéressant, il faut les poser. Mais un choix n'est pas définitif. Moi, j'aime beaucoup travailler, par exemple, la peinture en acrylique. Et je dis toujours aux personnes avec qui je travaille, n'ayez pas peur. Vous pouvez repasser dessus après. Vous posez votre couleur. Si elle ne vous plaît pas, hop,
on attend que ça sèche et on en repose une dessus. Et par rapport à des jeunes, c'est la même chose. Faire des choix aujourd'hui, pour certains, ça doit être compliqué, évidemment. En plus, il faut les faire vite, on ne sait pas où on veut aller. Mais aucun choix n'est définitif. Et je pense qu'on est des générations aussi à se dire qu'on peut changer dans la vie. On ne va pas prendre un métier, une formation et la faire toute sa vie. Et donc, c'est possible choix de leur présenter la chose comme des choix possibles aujourd'hui, mais pas définitifs et pas enfermants. Y a-t-il une question dans la salle? On peut prendre une question? Oui. C'est pas excusez-moi, c'est pas forcément contrainte. Je crois que les jeunes sont parfaitement demandeurs et acceptent les contraintes d'un parcours de formation à partir du moment où ils ont le sentiment d'avoir pu le choisir, ce parcours-là. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce qui paraît compliqué, c'est peut-être compliqué à gérer, c'est peut-être l'interdit de l'expérience d'un parcours qui pose problème. C'est-à-dire l'interdit a priori d'expérimenter un parcours. Je trouve que ça c'est relativement violent. Et donc on est confronté à cette dimension-là et je ne pense pas qu'on puisse botter en touche par rapport à ça. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Pas de souci pour les jeunes avec les contraintes quand ils les ont choisies. Voilà, c'est simplement ce que l'expérience de 40 ans de pratique. Merci. Oui, je voulais rebondir tout de suite sur cette question. Effectivement, des contraintes, mais surtout peut-être permettre aux jeunes, parce que ces contraintes, elles sont aussi un peu surmoïques comme ça, hein, de permettre aux jeunes de ne pas savoir, de se tromper, d'échouer, de recommencer, enfin quelque chose qui est... je veux dire la vie, quoi. Hein, c'est-à-dire que cette exigence de tout de suite faire le choix, c'est vraiment terrible, d'autant plus que les choix sont de plus en plus immenses. Quand on voit le nombre de classes préparatoires maintenant qui sont qui sont possibles, elles se multiplient tous les ans. Je veux dire, les jeunes qui sortent du bac ne savent pas très bien laquelle ils vont choisir. Enfin bon, lui permettre aux jeunes, l'autoriser à ne pas savoir, l'autoriser à ne pas répondre, l'autoriser à ne pas se dépêcher, enfin tout ça. Voilà, pour que quelque chose puisse se passer pour lui.